Général Pinatel, nous commençons donc par cette actualité, par cette tragédie de course qui a suscité l'euphorie dans les médias occidentaux depuis plusieurs semaines. Est-ce cela, le grand aveuglement européen? Est-ce un nouvel épisode de cet aveuglement que vous dénoncez? Bien entendu, hein, il s'agit, je pense, pour Zelensky, d'une opération à la fois de communication et politique, notamment par rapport à son grand sponsor, qui sont les États-Unis. Biden et les démocrates sont en pleine campagne électorale. La critique, si vous écoutez les médias américains, se porte sur effectivement tout l'argent qui a été mis avec des résultats qui n'existent pas. Et donc cette offensive de course, qui est un non-sens stratégique, et on en parlera après, est une opération de communication vis-à-vis des sponsors et aussi vraisemblablement à usage interne. Mais il va le payer cash, et notamment il est en train de le payer dans le Donbass, parce qu'on ne détourne pas, alors qu'on a très peu de réserves stratégiques, que les différentes unités sont étriées, et vraiment qu'il a un mal considérable à reconstituer ses effectifs et à les entraîner. On n'envoie pas 3 ou 4 brigades d'élite, si vous voulez, en Russie pour conquérir 2000 km² ou 3000 km², ça n'a aucune importance, dans un pays qui en compte 17,5 millions. On va faire tout ce qu'on peut pour aider l'Ukraine, mais sans jamais inquiéter la Russie. Alors, et c'est pour ça que tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, c'est qu'on a maintenu la tête hors de l'eau de l'Ukraine sans lui donner la possibilité de gagner. Un général américain de mes amis m'a dit we give notre stratégie, we give Ukraine enough to survive, but not enough to win. Donc, pour les Américains, le but n'est pas de battre la Russie. Le but pour les Américains, c'est de créer un mur de haine entre l'Europe et la Fédération de Russie, parce que c'est la façon de maintenir la primauté mondiale qu'ils ont acquise en 91 avec la fin de l'URSS. Et toute cette stratégie-là a été écrite par Brzezinski dans Le Grand Échiquier, publié en 1997. Et qui visiblement, si l'on vous écoute, si l'on lit vos publications, qui visiblement n'ont pas conscience de cette réalité nucléaire. D'ailleurs, je rappelle que vous en avez une, vous avez assisté au test français. Est-ce cela aussi qui façonne votre regard sur géostratégie, sur le conflit et plus généralement sur la relation vis-à-vis de la Russie? Écoutez, entre 71 et 73, j'étais en charge de la sécurité des essais nucléaires, un des responsables de la sécurité nucléaire, et j'ai assisté à 5 tirs qui étaient de l'ordre d'Hiroshima, un peu moins, puisque c'était pour nos têtes de l'arme nucléaire tactique, si vous voulez, de l'ANT française. Bon, j'étais sur le De Graaf, qui était le navire amiral, et on était face au point zéro à 6 miles, donc 10 km. Et je peux vous assurer que j'étais un des rares à être autorisé à être sur le pont, à condition de me retourner au moment du flash. Mais je peux vous assurer qu'à 10 km, ça décoiffe. Donc, il est bien évident qu'une guerre nucléaire n'est pas possible, et que jamais un chef d'État prendra le risque, pour défendre notre État, de risquer une guerre nucléaire sur son sol. Donc, le général de Gaulle l'avait dit, le risque nucléaire ne se partage pas. Donc, les Américains ne prendront jamais le risque, si Poutine, et ils le savent très bien, d'ailleurs, Foreign Affairs l'a publié et l'a écrit, si Poutine nucléarisait le conflit, les Américains n'escaladeraient pas nucléairement. Et à ce moment-là, si vous voulez, tout le monde s'apercevrait que le parapluie américain sur l'Europe est un parapluie percé, en tout cas pour certains pays, pas nécessairement pour tous. Mais si vous voulez, si j'étais par exemple les pays baltes, je me poserais des questions. Est-ce qu'un président américain risquerait Washington pour défendre ces petits États que la Russie peut conquérir en une après-midi? Donc, si vous voulez, ce risque de nucléarisation du conflit
est quelque chose qui est présent dans tous les états-majors sérieux.